Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Écoutez, en ce premier anniversaire de Coconut Podcast, nous réitérons avec une invitée de marque, messieurs, dames. Alors, dans un premier temps, je me dois de dire que c'est une férue de littérature, une amoureuse de la langue française. Nous pouvons le dire ainsi, elle est une francophile, mais surtout, elle est passée maître dans l'art de mettre en marché des idées et surtout des produits afin de les faire connaître au plus grand nombre. Et comme on dit en créole, c'est avec honneur et respect que nous recevons, messieurs, dames, la directrice marketing et communication d'affaires chez CBC Radio-Canada. Messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons Émilie L. Laguerre. Bonjour! J'ai rarement eu une introduction aussi spectaculaire. Ben, écoutez, pour une personnalité de votre trempe, vous êtes quand même très connu au Québec. Vous connaissez les Michel Mambara, DJ Champion, les Dany Laferrière, Monsieur Saint-Éloi, pour ne nommer que ceux-ci, même dans la classe politique, Monsieur Coderre. Écoutez, vous en connaissez une panoplie. Eddie King, au niveau de l'humour. Écoutez, Madame Laguerre, je pense que cette introduction, elle vous est due, d'autant plus que vous faites rayonner la diversité au Québec depuis plusieurs années, vos représentations et tout. On va apprendre à vous connaître dans quelques instants, mais la question que je pose à tous mes invités, Émilie, comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup. Oui, ça va, malgré les temps un peu, bon, ça fait 1 an, donc on commence à être, s'habituer un petit peu, mais malgré tout, là, le printemps revient, le soleil, les journées s'allongent, donc ça aide un peu le moral, donc oui, ça va bien. Ben, écoutez, écoute, avec ce sourire, tu es ravissante ce matin. Je ne sais pas si c'est annonciateur de beau temps à venir en ces temps de crise sanitaire, mais on est content de t'avoir à Coconut Podcast. Sur le plan personnel et professionnel, comment ça s'est orchestré pour toi en ces temps de confinement, couvre-feu? On aimerait t'entendre. Ben, dans la dernière année, ça a changé quand même beaucoup. J'ai changé d'emploi depuis que la pandémie s'est installée. Donc, un changement professionnel, une adaptation personnelle. Je pense qu'il faut le dire aussi, dans la dernière année, ça a été difficile à plusieurs niveaux. Je pense que tout le monde l'a vécu, le couvre-feu, le confinement. Certaines personnes ont perdu leur emploi. Moi, j'ai été chanceuse, je l'ai gardé. J'ai été une des rares, qui, en tout cas, je pense qui a été assez chanceuse pour ne pas avoir trop de changements de ce côté-là. Mais avec George Floyd, avec Joyce Echaquan, ça a été, je pense, des grands ajustements, une année de conversation profonde, d'introspection. Ce qui fait que je pense qu'une grosse année professionnelle et personnelle. Je pense que le mot, c'est adaptation. L'adaptation, c'est la clé, comme on dit. Puis, je pense que si on reste ouvert, ça peut nous aider beaucoup à passer au travers de tempêtes. Okay. Et puis, faut être optimiste aussi. Je pense qu'il faut se dire, bon, ça va bien aller, on l'a entendu, on est un peu tanné de l'entendre. Mais faut avoir espoir, je pense. Et l'année dernière, j'aurais jamais pu penser être là où je suis aujourd'hui. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc, il faut être optimiste. Super. On sait que chez les Laguerre, vous êtes tricoté serré. Pour passer au travers de cette crise sanitaire, on sait que tu avais l'habitude de te rendre avec la famille au match de l'Impact de Montréal, entre autres. Aujourd'hui, le CF Montréal, il faut le dire ainsi. On a reçu Capitaine Bernier à Coconut Podcast. Oui, en effet.
David Laguerre, ton frère, Camille Laguerre, on sait que vraiment ce sont des socles dans la famille. On aimerait t'entendre comment vous avez réussi en vous serrant les coudes à passer au travers de ce qu'on passe à travers aujourd'hui, là. Ben, on a des réalités quand même assez. En fait, je pense qu'on a tous été frappés à notre façon par la pandémie. Mon grand frère David est dans le milieu de la musique, donc lui a été touché de plein fouet par la fermeture des bars et tout. Donc, faut se réinventer, comme on dit. Donc, il y a un très très grand caractère, il y a une très forte résilience. Donc, je pense que ça l'aide beaucoup. Je suis très fière de lui. Et ma sœur, on est effectivement une famille assez tricotée, serrée, et puis je pense qu'on se tient les coudes serrés. Ma sœur aussi a vécu un changement d'emploi, donc une nouvelle adaptation et tout. Faut se parler, hein, la famille, c'est ça, faut pouvoir compter l'un sur l'autre, ça aide beaucoup, donc une chance qu'ils sont là. Excellent, excellent, on est content d'entendre ça. Émilie, maintenant, on va apprendre à te connaître pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Il a peur que tu es d'origine caribéenne. Oui. D'après nos petites sources, nos lanternes à Coconut Podcast, tu es d'origine haïtienne. Ben, mon père est né en Haïti. Ma mère est québécoise, donc je suis un produit de la mixité, comme on dit. Super, ben la vraie diversité, comme on dit. Excellent, excellent, superbe. Et toi, tu as grandi dans quel coin du Québec? Je suis née à Montréal. J'ai vécu à Rosemont pour une petite partie de ma vie. Puis mes parents, je pense que quand on est haïtien dans les années 80-90, des fois, l'accès au logement peut être difficile. C'est une réalité qui existait à l'époque, qui peut exister encore aujourd'hui. Donc, mes parents ont décidé de s'installer à Laval. Et c'est là que j'ai grandi pour toute mon enfance, dans le quartier Vimont, près de l'hôpital, la Cité de la Santé, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai grandi là toute ma vie, quartier québécois essentiellement, mais quand même avec, il y avait les Italiens, il y avait d'autres Haïtiens pas trop loin. Donc, j'étais la seule qui était métisse à l'école où j'allais, mais il y avait quand même d'autres enfants issus de la diversité qui permettaient de pas se sentir trop seule quand même. OK, excellent. Ben, comme on dit, t'es une fille du 450, Émilie. Là. Oui. Ouais, OK. On va tenter la chose. Alors, toi, est-ce que tu vas au quartier Vimont? Est-ce que tu vas aller à l'école à Horizon Jeunesse, Odyssée des Jeunes? Mon Dieu, tu connais bien le quartier, mais oui, effectivement, Odyssée des Jeunes, Horizon. Oui, c'était mon parcours secondaire. On sait qu'Émilie, c'est une fille qui est empreinte d'aventure. Elle aime voyager, mais elle aime également pratiquer des sports par moment. Le rafting, est-ce que tu as un souvenir de ça? Wow, j'attendais pas à ça. Le rafting, c'est pas mon sport préféré nécessairement, mais c'est un sport qui, je pense que si on veut rigoler dans une journée, on va faire du rafting avec des amis ou mieux, ses collègues de travail. Et ça crée des liens. Ça crée des liens. C'est serré quand... Oui, exactement. Et je pense que dans la descente, on était dans la Rivière-Rouge. Et puis, je voyais bien notre guide qui s'apprêtait à faire un mauvais coup. Je l'avais senti qu'il voulait nous faire prendre l'eau. Donc, à la minute où il a fait une manœuvre pour faire tomber tout le monde, moi, j'ai lâché mes collègues, je me suis agrippée au pneu et tout le monde est tombé sauf moi. Et il y avait quelqu'un qui prenait des photos à ce moment-là. Et je suis la seule qui se tient et qui rit en voyant que les jambes de mes collègues dans l'eau. C'est très drôle. Ben écoute, j'ai une histoire similaire. Je suis en Tunisie, on est en Méditerranée, et puis Méditerranée, et là, on prend un banana boat. Puis là, moi, l'eau, tu sais, en tout cas, il y a comme un vieux mythe. Nos parents nous ont pas trop habitués à aller en haute mer, si tu veux. Et là, maintenant, on prend le banana boat quelques lieues en pleine mer. Et là, il fait un virage, nous lâche à l'eau. Eh bien, je vais te dire, Émilie, le seul qui était resté accroché
au bateau, c'était moi sur le pneumatique, là. C'était moi parce que il y avait un instinct de survie, je ne tombe pas, je reste accroché. Je pense qu'on a, il y a Je quelque pense chose. qu'on a une expérience avec les bateaux et on s'arrange. On n'ira pas là. On va te génétique, réinviter au mois de peut-être. l'histoire des Noirs en 2022. Peut-être on en parlera un peu des Oui. négriers, entre autres, ces bateaux qui transportaient les esclaves d'Afrique vers les Amériques. Émilie, alors là maintenant, Laval, comme toute bonne Lavalloise, vas-tu choisir? Non, mais c'est ça. Il y a quelque chose. Sûrement, lorsqu'on fait les demandes d'admission au cégep, on se dit, ben, à Montmorency, mais là, on a les parents qui nous regardent, puis là, on choisit aussi des écoles qui ont une renommée, qui sont réputées pour les programmes pour lesquels on choisit. Et là, toi, tu vas choisir toute une école pour faire tes études collégiales. Partant du métro Henri Bourassa, je pense qu'un des autobus qui part de la Cité de la Santé vous dépose là-bas. Et là, tu peux prendre la 171 et tu fréquentes le collège Bois de Boulogne. Écoute, toute une expérience. Tu vas y être en 2003, c'est bien ça? Environ. Environ, là, exactement. Je vais confirmer la date dans quelques instants. Mais ça, c'est impeccable. Peux-tu me parler de cette expérience? Parce que moi, j'ai eu la chance. J'étais au cégep à Annecy, pas trop loin. J'avais des amis à Bois-de-Boulogne et je peux dire, j'ai traîné à Bois-de-Boulogne, là. Peux-tu me parler un peu de ton expérience à Bois-de-Boulogne, s'il vous plaît, Émilie, là? Parce que c'est toute une expérience. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, ils sont je pense qu'ils ont déjà fait leur choix ou ils ont reçu leur réponse. Donc là, ils vont dire, ah, OK, c'est de même. Peux-tu nous relater un peu ton séjour au Collège Bois de Boulogne? La petite histoire, c'est que c'est ça, quand on est à Laval, tout le monde va à Montmorency, puis moi, j'avais pas envie de nécessairement suivre mon école secondaire à partir d'Horizon Jeunesse puis d'aller à Montmorency. J'avais envie d'expérimenter autre chose. Et étant lavalloise, j'aimais quand même beaucoup Montréal. Donc, je voulais aller au cégep à Montréal. Au début, je voulais m'inscrire en art au Vieux-Montréal et mon père, en bon haïtien, a fait non. Non. S'il n'y a pas d'avenir, puis là, je sais bon. Alors, finalement, il m'a dit, oh, regarde, il y a un programme qui s'appelle Histoire et civilisation et j'aime beaucoup l'histoire. Et il m'a dit, ça se donne à Bois de Boulogne. Donc, j'ai fait, ah, mais oui, c'est intéressant. Donc, finalement, j'ai suivi le conseil de mon père, qui savait toujours bien me conseiller à l'époque. Et j'ai appliqué à Bois de Boulogne et c'était une expérience. J'ai adoré ça parce que à Laval, c'est sûr, il y a un peu de diversité, mais à Bois de Boulogne, j'arrivais vraiment dans un cégep avec vraiment là, des gens qui venaient de partout. Dans ma classe, c'était hyper diversifié et je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie comme, ah oui, OK, là, je suis vraiment à l'aise. Je pense que ma personnalité, ma curiosité s'est vraiment développée au cégep. J'ai vraiment adoré, même si Bois de Boulogne est un cégep qui est plus axé souvent en sciences. On a l'impression que si on va en soins infirmiers, il faut aller à Bois de Boulogne. Tu sais, c'est comme le collège le public qui est comme le plus près du privé. Mais moi, j'ai rencontré plein de gens là qui sont encore mes amis à ce jour. Et puis, j'ai adoré cette expérience. Est-ce qu'on a le campus également? Il y a cette idée que vous avez différents pavillons sur le campus. Il y a même une belle infrastructure pour jouer au tennis, un beau terrain de tennis. Oui. Est-ce que tu savais par moment t'y rendre ou sur la piste de course faire quelques, je sais pas, petits tours de piste afin de te garder en forme? Non, mais j'y allais pas tant que ça. Okay. Mais c'est vrai qu'il y avait effectivement un super beau, il y a vraiment des belles installations sportives là, pour ceux qui sont hyper sport. Moi, j'étais vraiment dans un programme qui était plus axé histoire, art. Fait qu'on était un peu pas les intellectuels, mais on était un peu comme les artistes, si on peut dire, du cégep. Donc, parce qu'il y a les deux pavillons, il y en a un qui est plus science, il y en a un qui était plus comme art ou bon, oui, un petit bien peu sûr. plus. Amnesty International, est-ce que tu as connu? Je sais que la vie associative était très importante à Bois de Boulogne parce que une fois que tu vas aller à l'université, ben alors là, tout le bagage acquis à Bois de Boulogne va te servir puisque tu vas poursuivre tes études à l'UDM et tu vas t'impliquer dans la vie associative. Oui. Est-ce que tu t'étais impliqué au niveau du cégep?
J'étais déjà impliquée au cégep. J'étais dans un nouveau programme Histoire-Civilisation. C'était la première cohorte à Bois-de-Boulogne. Donc, on était un peu comme les cobayes. Et puis, j'étais déjà représentante des étudiantes, donc à l'époque. Donc, je m'investissais auprès des professeurs pour essayer d'améliorer le programme, de donner un peu une rétroaction sur les cours. Donc, ça, c'était super intéressant. Puis, c'est là que j'ai forgé des liens aussi avec le corps professoral. Donc, j'ai aimé cette expérience-là et je suis encore en contact avec certains professeurs même du cégep. Et c'est sûr que ensuite, quand je suis partie à l'UDM en anthropologie, c'est entre autres, j'ai choisi l'anthropologie parce que j'ai eu des cours à Bois-de-Boulogne puis j'avais vraiment aimé ça, fait que je me suis dit je vais continuer. Et oui, à Bois-de-Boulogne, j'étais impliquée dans l'association étudiante en anthropologie, donc je me suis occupée pas mal des affaires socio-culturelles qu'on appelait, donc j'organisais les fêtes, bien sûr. Et puis, après ça, j'ai été présidente de l'association étudiante d'anthropologie pendant 1 an. Donc oui, c'était important pour moi de m'impliquer, c'était pas vraiment de défendre les intérêts des étudiants parce que, je pense qu'on était assez bien traités, mais c'était plus ce désir d'investissement, puis je pense que tôt, déjà, la représentation, l'inclusion, c'était important. Donc, je me disais, si on veut être vu, il faut s'impliquer. Ce désir de t'impliquer, ça te vient d'où? Est-ce que tes parents étaient des gens qui s'intéressaient à la chose publique? Est-ce que c'était des gens qui tentaient dans leur milieu de faire un changement? Et voyant ces derniers faire, toi-même, tu as inconsciemment, je sais pas, un peu absorbé ces éléments du nucléus familial? Mon père était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'histoire, à la politique. C'est quelqu'un, dans son temps en Haïti, était, comment on peut dire, un militant gauchiste. C'est qu'est-ce que ma mère disait, en tout cas, de lui. C'est comme ça qu'elle voyait. C'est ça, c'était quelqu'un qui était très impliqué et qui a dû fuir un peu la dictature en Haïti, donc comme bien des gens. Donc, c'est quelqu'un qui nous a élevés beaucoup avec l'importance de la société, qui nous a beaucoup sensibilisés aux droits, à l'égalité des chances. Donc, c'était vraiment un modèle très, très important. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup sensibilisé à diverses causes et qui a clairement, oui, joué un rôle dans mon rôle, dans mon implication sociale. Superbe. Alors là, tu vas à l'UDM, tu fais tes études en anthropologie. Là, on est en 2005. Tu termines en 2008, baccalauréat classique, voilà. Oui. Et là, tu ne vas pas t'arrêter à ce niveau. Ça, c'est intéressant. On sent qu'il y a vraiment un côté où ce que tu es une fonceuse, tu brises certaines barrières, tu vas poursuivre et là, tu as cette volonté de te spécialiser. Ça, c'est intéressant. Tu vas faire un certificat à l'UDM quand même en communication. Peux-tu nous parler de pourquoi ce choix de te spécialiser? Est-ce que déjà tu te dis que tu aimerais faire journaliste, anthropologie / journalisme? Est-ce qu'il y avait déjà un intérêt en ce sens? On t'écoute? En fait, oui. Après un bac en anthropologie, je me demandais vraiment ce que j'allais faire par la suite. Donc, tu sais, c'est une discipline passionnante. On apprend une tonne de choses hallucinantes qui me servent encore à ce jour. Puis, ça m'a servi vraiment, là, ce bac pour avoir même l'emploi que j'ai en ce moment. Mais après 3 ans, je me demandais vraiment, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je fais la maîtrise? J'ai pris une pause et puis j'ai réfléchi. Je me suis dit, j'aime beaucoup la communication. Je sais, est-ce que je peux conjuguer mes connaissances ethnologiques, culturelles et trouver une façon d'obtenir les outils pour bien les communiquer? Donc, c'est là que j'ai décidé de faire un certificat en communication appliquée. Donc, c'est vraiment la communication dans les diverses sphères, donc journalisme, publicité, relations publiques, rédaction, donc tu sais, vraiment touche à tout. Je suis tombée en amour avec la discipline aussi. Je me suis dit, c'est là que je me trouve, c'est ma voie. OK, superbe. Puis là, maintenant, une fois que tu as trouvé ta voie, tu ne t'arrêtes pas là.
C'est ça qui est quand même, tu termines en 2012 ce certificat en communication. Et là, maintenant, il y a sûrement quelqu'un que tu vas rencontrer, je sais pas, un mentor, une mentor, qui va sûrement t'orienter, ou ton père, hein, maman. Tu vas faire un certificat en publicité / advertising, toujours à l'UDM. Ça, c'est incroyable. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a envoyé vers ce certificat? Parce que on sent que cette succession de papiers acquis, hein, que tu as obtenus vont vraiment te servir aujourd'hui dans les fonctions que tu occupes. Oui, ben j'ai tellement aimé le certificat en communication que j'avais envie de me spécialiser encore davantage. Okay. Puis à l'époque, je travaillais pour Renaud Bré et il y avait un poste en communication marketing qui s'est ouvert au moment où je commençais mes études. Puis je me suis dit je vais sauter sur l'occasion pour me spécialiser un peu. La publicité, c'était un milieu qui m'intéressait beaucoup. Encore parce qu'il y a un concept de psychologie, c'est plus culturel qu'on le pense aussi. Il faut vraiment s'adapter aux gens à qui on s'adresse. Je sentais que je pouvais apporter peut-être quelque chose de différent. Donc, j'ai entamé le certificat que je n'ai pas terminé par contre parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'apprenais énormément au travail. Ce que je voyais à l'école, je le vivais en temps réel au travail. Donc, à un moment donné aussi, j'ai eu plus de responsabilités. C'était plus difficile. Je pense qu'il me restait juste quelques cours pour le terminer, mais quand même, tout le bagage acquis est extrêmement pertinent et puis sert, oui, énormément aujourd'hui. C'est ce qui est intéressant parce que vous allez vraiment... tu vas vraiment apprendre sur le tas également parce que une fois que tu accèdes en 2010 environ chez Renaud Bré, agent de marketing, comme tu nous disais, mais là, tu vas gravir les échelons au fur et à mesure, toujours à peu près 2 ans là, dans chacune de tes fonctions. Peut-être pour faire le tour, bien comprendre, et puis là, tes patrons également ont la possibilité de t'évaluer et voir de quel bois tu chauffes. Puis là, maintenant, tu vas gravir les échelons et devenir rapidement conseillère. Ici, on nous dit principale en marketing et relations publiques. Oui. Ça commence à être cool. Là. Ça, c'est intéressant. Là. Parle-nous de cette étape quand même fort intéressante qui va t'amener à d'autres niveaux plus hauts au sein de Renaud Bré quand même. Là. C'est ça, il faut croire. En fait, il faut croire en soi, puis il faut croire en ses rêves. C'est drôle parce que Renaud Bré, j'ai commencé en 2007, donc j'étudiais encore en anthropologie. C'était mon travail étudiant. J'étais libraire à temps partiel. Donc, j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle. Okay. J'ai fait toutes sortes de postes. Après 2 ans, je suis devenue directrice adjointe de la librairie où je travaillais. J'ai fait ça pendant un an et demi. Ça, c'est au Carrefour Laval. Au Carrefour Laval, à Laval, bien sûr. À Laval, puis, c'est ça. Et après ce rôle-là, ce premier rôle de gestion, vu que j'ai commencé à étudier en communication, il y a eu un poste qui s'est ouvert au siège social en marketing. Donc, j'ai appliqué et je l'ai obtenu. Et là, c'est ça, effectivement, dans un cycle de 2 ou 3 ans, j'ai été chanceuse. À chaque fois, je regardais, tu sais, tel poste, ça a vraiment l'air le fun, j'aimerais ça. Ça serait le fun qu'un jour, je puisse faire ça. Puis, ça a toujours donné que finalement, après quelques années, j'arrivais à obtenir cette position-là. Après, beaucoup de travail, mais c'est sûr aussi beaucoup de passion. Et quand je suis devenue, c'est ça, coordonnatrice et ensuite conseillère principale en marketing et relations publiques pour Renaud Bré, ça a été une expérience vraiment, là, c'est que j'ai adoré. Le milieu du livre, c'est un milieu merveilleux, complexe, mais c'est des gens qui sont passionnés. Je pense pas qu'on travaille dans le milieu du livre pour l'argent. C'est pas, on le fait pas pour ça. On le fait vraiment par passion, je pense que c'est un métier, c'est une vocation, puis j'ai adoré ça. Et oui, j'ai énormément appris sur mon métier aussi là, pendant ce temps-là. Tu vas véritablement
être dans un milieu foisonnant où ce que les idées émergent constamment. Tu vas être amené à faire de la représentation sur le terrain pour renobrer, tenter de développer certains partenariats parce que peu de temps après, tu vas être nommée, je sais pas comment il dit ça, Oui. directrice du marketing et des communications chez Renaud Bré. Quand il y a les médias vous appellent, ben c'est toi qui y allais en tant que relationniste de presse. Il y a quelque chose d'intéressant. Lorsque tu vas faire tes représentations, et là, tu vas être amené à développer des partenariats ou autres, mais avec des gens de la diversité également. Ça, là, c'est intéressant. Mémoire d'Encrier. En tout cas, tu vas les rencontrer, là, les Saint-Éloi, les Laferrière, Immortel. Tu vas même avoir la chance de prendre des photos avec eux autres. Oui. Pas pire. Ça, j'aimerais t'entendre. Le fait de voir également que les gens de la communauté noire, issus également de la diversité, toute autre communauté, prennent de plus en plus leur place au sein du monde littéraire francophone au Québec. Dans le milieu anglophone, on est quand même présent à un certain niveau, mais dans le milieu francophone, de plus en plus, surtout avec Mémoire d'Encrier, entre autres, et d'autres, les éditions Jacques Trouillot qui commencent, il y a plein d'autres projets, Sydica, par exemple. J'aimerais t'entendre, toi, en ayant fait toutes ces représentations, aujourd'hui, avec un certain recul, es-tu contente de voir qu'il y a autant de gens de la communauté noire, de la diversité, Librairie Racine, entre autres, qui se lancent dans ce monde, des fois, qui était peut-être hermétique, je te dirais. On t'écoute. C'est un milieu, en fait, il y a encore du travail à faire, mais c'est vraiment mieux que ce que c'était. Quand j'ai commencé dans le milieu littéraire, il n'y avait pas beaucoup de diversité, en fait. Mémoire d'Encrier, oui, les éditions Sydica, donc il y avait quelques éditeurs issus de la diversité, mais pas beaucoup, puis ils étaient... disons qu'il manquait peut-être un peu de notoriété. Puis pour moi, c'était important dans mon rôle de pouvoir les faire briller, de pouvoir leur donner leur place. Donc oui, René Saint-Éloi, c'est un grand ami, c'est quelqu'un que j'estime énormément. Pour moi, c'était un devoir en tant que libraire, de lui permettre de développer, de faire connaître, tu sais, sa littérature. Et oui, on a travaillé main dans la main, on a développé des beaux partenariats ensemble pour pouvoir faire vivre effectivement ces livres chez nous, faire connaître du grand public par toutes sortes d'activités, des séances de signature, des lancements que je me plaisais à organiser avec lui et avec les autres. Et avec le temps, je dois dire, même dans la dernière année, je pense que le milieu littéraire a aussi eu un grand moment d'introspection. Et je peux dire maintenant que plusieurs éditeurs québécois, pas issus de la diversité, sont maintenant très sensibilisés à l'inclusion, à l'importance de la représentation. Je sais qu'il y a divers comités qui ont été créés à plusieurs niveaux. Il y a une nouvelle maison d'édition Diversilab qui a été créée aussi dans la dernière année. Donc, et quand on voit des Gabriella Garbeau avec Librairie Racine, on voit que c'est en train de prendre son envol. Il y a vraiment une sensibilisation qui s'est faite et j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va devenir d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans. J'ai vraiment espoir que cette diversité-là va bien s'installer au sein du milieu littéraire. Mais tu es également hyper impliqué sur cette question. Depuis 2020, tu es membre de la commission du livre et de l'édition secteur librairie chaîne SODEC. Ça, c'est la Société de développement des entreprises culturelles. Je trouve que ça, c'est pas mal, tu sais, en plein dans le mille, en quelque sorte. J'aimerais t'entendre, là. Oui, c'est ça. C'est un rôle, en fait, c'est une commission qui existe pour la SODEC, en fait, dans plusieurs corps de métier. Donc, il y a celui de la musique, des métiers d'art et tout. Donc, la commission, on est élu
par les gens du milieu. Donc, et il faut représenter chacune des chaînes. C'est sûr que là, maintenant, n'étant plus chez Renaud-Bré, malheureusement, je ne suis plus au sein de cette commission-là. Mais c'était un très grand honneur, en fait, on sent, là, comment tu nous le dis, là, c'est un bel honneur d'être là. Oui, une nomination à cette commission-là, c'est sûr, c'est un bel honneur et d'autant plus que pour eux, la représentation, c'est aussi important. Donc, à cette commission-là, ils s'assurent d'avoir une parité homme-femme, d'avoir des membres de la diversité aussi, un membre autochtone. Donc, c'est une commission importante. Et vraiment, je salue la SODEC d'avoir cette sensibilité-là pour les membres de la diversité, c'est ça, mais aussi pour permettre d'accompagner des décisions importantes auprès de ce comité-là. Donc, quand on y siège, c'est un bel honneur. Puis, est-ce que tu sens vraiment que, parce que tu y as répondu, mais je veux juste m'assurer, lorsque ces différentes instances font appel à des membres de la diversité chevronnés, ayant une feuille de route importante en la matière, est-ce qu'ils font le bon choix afin de recevoir les meilleures suggestions, propositions, manières de faire pour pouvoir inclure davantage? Est-ce que tu penses que le fait de faire de la place aux gens de la diversité, ça permet à ces institutions-là de grandir? Absolument. Ben, je pense que c'est nécessaire. La richesse, c'est la diversité de points de vue. Donc, c'est sûr que si les institutions prennent des décisions avec des gens qui leur ressemblent, qui pensent comme eux, ben on reste fermé dans un carcan et puis on voit pas ce qui se passe alentour. Donc, quand on invite à la table des gens qui viennent à la diversité, mais quand je dis diversité, c'est pas juste l'origine, c'est ça, ethnique, là. Donc, c'est vraiment le diversité d'orientation sexuelle, des handicapés, donc c'est vraiment des diversités de genre aussi. On peut avoir l'impression que c'est compliqué parce qu'il faut se dire, OK, les gens pensent pas pareil, mais au contraire, ça ouvre les yeux et ça nous permet d'avoir une vue tellement plus grande et d'avoir un impact plus grand. Donc, je pense que c'est plus que nécessaire, c'est obligatoire si on veut représenter l'ensemble des citoyens. Ça, c'est superbe. Là, maintenant, écoutez, déjà, vous avez passé au moins une décennie chez Renaud-Bré. On est clair là-dessus. Là. 11 ans, je pense, quelque chose de même. Là. 13 ans. 13 ans. OK. 13 ans. Ça aussi, c'est un gage de confiance de la maison mère Renaud-Bré lorsqu'il tu gravis les échelons. Donc, on sent que ton travail a été apprécié. Tu as fait une différence de par ce travail sur le terrain. Ça, c'est chapeau bas. On a fait des recherches à Coconut et on peut dire chapeau bas. Maintenant, en 2021, écoute, au mois de février, la question, je vais te la poser, mais tu ne vois pas ce que je m'en vais avec toi. Tu vas vraiment accéder à un poste. Puis même là, on va découvrir qu'il y a Radio-Canada, Média Solutions, Solutions Média. C'est quand même intéressant. Ça aussi, il y a plusieurs déclinaisons à Radio-Canada. Et tu vas devenir, et alors là, ça c'est énorme, directrice du marketing et des communications d'affaires chez Radio-Can, CBC. Quelle a été la réaction de la famille, ta sœur, ton frère, les parents, les cousines, les amis, les gens du milieu culturel? Comment ils ont réagi? Parce que moi-même, je l'ai vu passer sur des fils et j'étais là, mais énorme, quoi. Tu sais, comme... Puis, c'est magnifique. On aimerait t'entendre la réaction de la famille. J'aimerais t'entendre là-dessus. En fait, ça s'est fait
très vite, je leur lève leur chapeau parce que le milieu, en fait, en ce moment là, de l'embauche et tout ça, c'est comme un peu le milieu immobilier, là, c'est très difficile, puis il y a beaucoup de compétition. Ils ont été extrêmement rapides. Et quand j'ai eu la confirmation, effectivement, que j'avais obtenu ce poste-là, moi, j'étais j'avais de la misère à y croire en premier. J'étais comme, wow, c'est une belle nouvelle. C'est sûr, quand je l'ai annoncé à ma mère, à ma sœur, elles étaient surexcitées. Mon père est décédé depuis quelques années. Je pensais à lui, puis je me disais, oh mon Dieu, quelque part, il y en a un qui, j'espère, est fier. Ça a été une grande nouvelle, beaucoup d'excitation, et ça a fait le tour beaucoup plus que ce que je pensais, ce que j'aurais imaginé. Je pense que ça a touché les gens de savoir que quelqu'un, effectivement, de la diversité pouvait intégrer une organisation aussi prestigieuse que Radio-Canada. À ce niveau-là, c'est ça. Je suis pas en fait, je suis la première dans ce poste-là, mais je découvre quand même qu'il y a des personnes issues de la diversité qui ont des rôles importants à Radio-Canada, CBC, depuis que j'y suis. Mais oui, j'ai senti que c'était... pour moi, c'est une étape importante. Radio-Canada était un employeur de rêve, un peu tout petit. Je pense que on connaît l'institution, puis on sait, je pense qu'on rêve tous peut-être un jour d'y travailler d'une façon ou d'une autre. Donc oui, j'ai reçu j'ai reçu une dose d'amour, une vague d'amour incroyable là, à ce moment-là qui m'a moi-même surprise, mais j'ai senti qu'il y avait des gens derrière moi, puis je me disais wow, ok. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment, puis j'avais jamais vécu ça avant. Donc, belle dose d'amour. Superbe. Et là, maintenant, vous intégrez toute une équipe. Je pense qu'il y a à peine quelques jours que Madame Patricia Châteauneuf s'est jointe à l'équipe. Elle est directrice générale, entre autres. Vous avez à travailler également avec Monsieur Donald Lizotte. Intéressant. Et là, maintenant, vous avez quand même de grandes chaussures à chausser, si je peux le dire de même, là, de grandes pointures à chausser, qu'on dit bien. Cette équipe vient en remplacement, Madame Patricia Châteauneuf, entre autres, mais de Monsieur Renaud Poliquin, qui a fait un travail dans ce département à un niveau incroyable. Et là, Madame Châteauneuf vient vous chercher en formant son équipe afin de travailler à ce niveau. Et là, on va vous demander, ça mange quoi en hiver, le poste que vous avez obtenu, là aussi? Mais oui, on vous écoute. En fait, Patricia Châteauneuf était déjà à l'emploi de Solutions Médias, qu'on appelle, qui est le groupe qui s'occupe de la publicité à Radio-Canada. Patricia vient en remplacement de Renaud Poliquin, qui a pris sa retraite il y a quelques jours. Patricia, en fait, c'est une collègue. C'est vraiment Donald Lizotte, le directeur général de Solutions Médias de CBC Radio-Canada, qui est venu me chercher. Donald, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître dans les derniers mois, mais on se connaissait un petit peu avant parce qu'il avait travaillé auprès de Québécois avant, mais d'Archambault, et Renaud Bré ayant acheté Archambault. Donc, on n'a pas travaillé ensemble, mais disons qu'on a été dans le même milieu. Donald Lizotte, puis c'est mon patron, mais je le dis vraiment avec tout mon cœur, c'est quelqu'un de fabuleux. J'apprends vraiment à le connaître en ce moment, et je suis agréablement surprise. On l'invite à Coconut Podcast d'abord? Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui a pas peur de la différence. On a eu, ça fait 1 mois et demi que je suis à Radio-Canada, on a eu des conversations sur le racisme, sur l'inclusion, sur la diversité, et que j'avais jamais eu avec un supérieur, disons, avant. Puis j'ai senti que c'était quelqu'un qui avait vraiment envie de faire bouger les choses. Puis dans son équipe, il a compris que la diversité, c'était important. Donc, c'est quelqu'un qui s'implique aussi. Et je me considère vraiment chanceuse, puis qu'il y a eu l'ouverture. Il m'a pas engagée parce que j'étais d'origine haïtienne, mais il m'a engagée parce que j'avais un parcours en anthropologie, puis ça l'intéressait, puis il m'a engagée pour mes compétences. Donc, il m'a donné une chance. Aussi, j'avais pas nécessairement le profil pour ça. Et puis, fait que c'est quelqu'un en tout cas, qui gagne à être connu.
Les études en anthropologie, moi, je pense, le fait de comprendre l'être, de comprendre l'humain, bien, ça nous sert lorsque on doit mettre sur pied des stratégies de marketing et de communication. Oui. Lorsqu'on se doit de gérer des offensives publiques, comme vous dites, de publicité plutôt, et ça nous aide également lorsqu'on se doit de penser à comment on va vendre, mettre en vente un produit. Ça nous aide lorsqu'on doit faire des relations publiques, de presse, représentation. Anthropologie, là, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous venez d'être une ambassadrice de ce programme au niveau du Québec parce que vraiment, il y a un lien direct entre publicité, compréhension de l'être humain. J'aimerais t'entendre là-dessus. Absolument. L'anthropologie, en fait, il y a 4 disciplines. En tout cas, dans la façon dont elle est présentée au Québec, enseignée au Québec, il y a 4 disciplines. Il y a l'archéologie, qu'on sait qui est plus l'étude des sociétés humaines, mais dans le passé. Il y a tout ce qui est anthropologie biologique, donc vraiment comment est-ce que le corps se développe ou bon, c'est assez compliqué, mais bon, on est plus dans le physique. Et puis il y a l'ethno-linguistique qu'on appelle anthropologie linguistique, qui est vraiment le rapport entre société et langue. Et puis, il y a l'ethnologie, qui est vraiment, bon, l'aspect culturel de la société. Moi, c'est vraiment en ethnologie que je me suis plus spécialisée. Et c'est sûr que quand on est en ethnologie, on comprend, en fait, on s'intéresse beaucoup à la part de la culture, la langue, mais l'identité aussi chez les gens. Et puis, quand on est en publicité, quand on est en communication, dans n'importe quel domaine, ça nous permet de prêter, en fait, une attention particulière à l'identité des gens. Et ça, c'est de l'art, c'est sûr. Et en communication, mais ça nous permet de trouver les bonnes façons de s'adresser aux gens, de leur créer des messages ou de les conseiller pour être sûr que les gens puissent bien décoder nos messages, mais aussi se sentir reconnus, impliqués, validés. Donc, c'est très, très important. Puis c'est là que ça fait le parallèle avec, pour moi, la représentation. Donc, c'est important que les gens puissent se sentir reconnus, validés dans la société dans laquelle ils vivent. Superbe. Dans cette volonté d'être reconnu, validé dans la société que l'on vit et surtout faire émerger le débat, tu as eu à faire, et ça va te servir assurément à Radio-Canada, tu as eu à faire des capsules web pour Renaud Bré. Tu as eu à organiser un salon du livre gourmand. Ça, c'est intéressant, là. Ça, c'est en 2014, quand même. Tu as eu également à participer lors d'une méga campagne publicitaire, La Presse Plus, là, tu sais, sur nos iPads le matin, là, puis on regarde, on lit le journal, La Presse, entre autres. Tu as eu vraiment cette capacité de te mettre de l'avant et d'être une porte-étendard de la boîte pour laquelle tu travaillais. Aujourd'hui, as-tu ce rôle d'être une genre d'ambassadrice de la maison mère Radio-Can, Solutions Médias, développer des partenariats d'affaires, entre autres, avec les gens de la diversité? Est-ce que un peu tu as cette mission ou tu vas te la donner? Et en fait, j'y aspire. Je pense que on est tous les employés de CBC ou Radio-Canada sont à leur façon, des porte-parole de la boîte. Yes. Et dans mon rôle, vu que j'ai un rôle de communication, certainement. Donc, et c'est très clair. Radio-Canada, j'ai eu des discussions même avec la très haute direction. Et la représentation, la diversité et l'inclusion, c'est des valeurs qui sont au cœur des politiques, mais aussi de l'avenir de Radio-Canada. Pas plus tard que cette semaine, même la semaine dernière, j'ai entendu Catherine Tate, qui est la PDG, vraiment la grande patronne de CBC Radio-Canada, exprimer son désir profond de l'inclusion, d'avoir une société d'État qui rejoint tous les Canadiens, et ça se reflète à tous les niveaux, jusque dans mon travail, et c'est assuré que
dans le futur, parce que là, je fais juste commencer, donc je suis encore en formation et tout ça, mais assurément, la diversité, l'inclusion, c'est important autant dans l'équipe avec laquelle je travaille, mais aussi les gens à qui on s'adresse, de s'assurer d'aller rejoindre que s'il y a des marchés qui doivent être développés, ben la diversité, elle est où là-dedans? Eux autres aussi ont des besoins, ils sont présents, il faut leur parler, il faut aller les chercher. Donc oui, je pense que la sensibilisation a déjà commencé depuis longtemps. Il y a des plans d'action concrets, mais je sais que même dans notre équipe de solutions médias, il y a du travail à faire, mais on s'en va vers ça, c'est sûr, c'est assuré. Superbe, superbe. Pour terminer, Émilie Laguerre, on sait que lorsqu'on occupe des fonctions comme celle que tu occupes, c'est très prenant. Ça demande beaucoup de temps, ça prend énormément de ton temps. Bon, les résultats sont là, hein, bien sûr, mais ça demande. On sait qu'on a parlé de David Laguerre, on a parlé de Camille, de maman, mais on sait également que tu as un cercle d'amis, n'est-ce pas, qui vraiment te permettent de passer au travers. Alors là, tu nous as parlé de M. Saint-Éloi, entre autres. Tu as la chance de connaître certaines personnalités, entre autres Eddie King, là, je parlais de Michel Mambara quand même. Maxime Fortin. Moi, Maxime Morin. Morin, excuse-moi, Oui. Fortin. Morin, DJ champion. Oui. Champion. Le fait de côtoyer sur une base quelconque, hein, on va te laisser un peu dans ta vie privée. C'est mon copain, en fait. Dans la vérité, c'est que c'est mon copain. Scoop! Attendez. Eh bien, à Coconut Podcast, on vient d'avoir un scoop. Écoutez, Elle Québec, Elle Canada, Madame Belford, on a un scoop. En tout cas, le scoop est que Madame Laguerre est en couple avec Monsieur Morin, DJ champion. Oh, wow. OK, bon. On est rendu toute une émission, nous autres, là, rendus là. Ah, ben, ça me fait plaisir parce qu'on sait que, bon, monsieur avait passé une période plus difficile dans sa vie, au niveau de la santé, et on sent qu'il est revenu au devant de la scène lors des festivités de Montréal, le 375e. Il était de ces festivités. Entre autres, je pense qu'il a performé un peu avec les ILAM, entre autres, et tout plein d'autres. Le fait de voir monsieur souriant, est-ce que cela vous donne le sourire qui est le vôtre aujourd'hui? Tout à fait. Maxime est guéri depuis plusieurs années. Vraiment, je sais que le cancer qu'il a eu a beaucoup touché les gens et on lui en parle encore à ce jour, mais il va bien. La musique est au cœur de ses occupations, oui. Il y a des beaux projets. Il travaille beaucoup aussi avec Fouanté, que je salue. Patronne, Fouanté. Fouanté que j'adore, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux et vraiment une très belle personnalité, une belle histoire aussi. Donc, mais oui, il va bien, il a le sourire et bon, ben c'est sûr qu'en ce moment les artistes, hein, c'est pas évident avec la pandémie. Ouais. Soyons francs, on a hâte que les salles de spectacle ouvrent et qu'on puisse revoir nos artistes préférés en salle. C'est quelque chose que j'attends de façon imminente et on l'espère tous. Mais oui, il va bien. Super, wow. Tu viens de faire ma journée. Vous, les deux, vous venez de faire ma journée. Pour terminer, toi-même qui as baigné dans cette mecque du livre, hein, disons-le, un Raincy, Renaud Bré, en plus Archambault, l'avait acheté après. Si tu avais une suggestion de lecture pour nos auditrices, nos auditeurs, nos internautes, quelle serait cette suggestion, grande Manitou? La question, je lis plusieurs livres en même temps. C'est vraiment, puis j'aurais dû me préparer, j'aurais dû y penser que cette question allait survenir. Toi, là. T'as juste à te retourner puis tu nous en prends. Oui, en fait,
Là, il y a les livres de la bibliothèque qui sont là, mais les livres que je lis, ils sont dans ma chambre, sur ma table de chevet. Donc, là, j'essaie de me rappeler, en fait, celui que je lis en ce moment s'appelle La Terre où je me trouve. Et là, faut juste que je vérifie parce que juste être certaine que c'est le bon titre. Mais c'est Carol Dawson, c'est aux éditions Remue Ménage. Et c'est l'histoire d'une jeune qui explique son arrivée au Québec. Donc, elle parle espagnol, pas français, elle s'installe avec sa famille et elle doit s'intégrer au Québec. Et ce qui lui permet d'apprendre le français, en fait, c'est des émissions de télé-jeunesse. Passe-partout, La rue Tabaga, elle parle de ça. Puis je me dis, oh mon Dieu, mais oui, on a connu ces émissions-là quand on est jeune. Et ça rappelle l'importance du rôle des médias, en fait, aussi là, dans l'intégration puis dans l'accueil des immigrants. Et c'est un roman coup de cœur, en fait, là, qui est venu me rejoindre tout de suite parce que c'est une femme de ma génération et ses références, malgré le fait qu'elle est arrivée au Québec assez jeune, on a les mêmes références. Je me suis retrouvée tout de suite dans son écriture, donc j'ai beaucoup aimé. Excellent. Wow, écoute, critique d'art, je devrais faire des capsules. Moi, je te trouve vraiment bonne. Ouais, vraiment. Pour terminer, dernière question de même. Quand le monde te rencontre, des fois, ils se mettent sûrement à te parler en créole. Est-ce que tu as eu la chance d'apprendre quelques mots comme ça un peu avec maman? Peut-être maman qui te l'a appris même. Non, c'est ma mère, c'est drôle. Ma mère est québécoise, mais elle comprend le créole parfaitement, mais elle est trop gênée pour le parler. Donc, c'est drôle parce que souvent, elle entend des conversations en créole où les gens s'adressent à elle. Pas s'adressent à elle, mais c'est ça. Faut faire attention, il y a beaucoup de gens qui comprennent le créole au Québec, plus qu'on pense. Mon père nous a parlé français. Pour lui, c'est important qu'on parle bien français au Québec. Donc, je comprends le créole, mais je dois honteusement dire que je suis extrêmement gênée de le parler. Je le parlais juste avec ma grand-mère, qui était, bien sûr, qui parlait 100% créole. Mais si je le comprends bien, mais j'ose pas le parler. J'ai peur de me faire juger. Non, mais je pense que on va se croiser lors d'un festival après la pandémie et je suis sûr que votre français, votre créole est même aussi bon. Là, il y a quelque chose qui me dit, si maman le comprend aussi bien, vous comprenez, ça veut dire que vous êtes capable de le parler. C'est juste la gêne, là, un peu. Oui, mais... c'est drôle parce que c'est ma sœur c'est drôle, ma petite sœur qui est plus jeune que moi. On m'aime pas même mère, mais elle est complètement blanche. À chaque fois, les gens sont surpris. C'est la génétique, hein. Mon père était métissé un petit peu de sa façon aussi, donc ma sœur est très pâle. Personne pense qu'elle est d'origine haïtienne et ma sœur parle créole presque parfaitement. Donc, c'est drôle. Elle a aucun problème. Elle peut s'adresser en créole sans souci. Petite histoire. C'est cool. La diversité, comme on dit. Émilie L. Laguerre. Écoute, toute une entrevue. Tu es une personnalité rayonnante. Le Québec, la francophonie gagne à te connaître. On en a passé là, du monde à Coconut Podcast et ce que je suis en train de te dire, Sam Abdullah, c'est bien qui soutient au fond du cœur, au gon personnalité et on comprend pourquoi Monsieur Lizotte, écoute, il a fait appel à toi. On vous souhaite à votre équipe puis au franc succès. Coconut Podcast est là, on va relayer pour vous parce que tu fais tout un boulot. Déjà, ça fait 1 mois et demi. L'internaute est en train de regarder ce qui se passe à Solutions Média Radio-Can. Tu sais, c'est big, on apprend des trucs. Alors, comme on dit en toute fin d'entrevue, la parole est à toi. Tes remerciements, 15 secondes d'adresse à tes fanatiques, parce que là, t'es rendu avec un fan club. Oh mon Dieu! Merci en pile, Alain! On parle de créole, putain! Cousine, on parle de créole, on va faire ça. Madame Laguerre, créole très bon, alors oui, on vous écoute. Merci beaucoup à toi pour cette entrevue. J'ai plus souvent donné des entrevues, en fait, j'ai plus souvent posé des questions que répondu à des questions et tu fais très bien ça. Merci beaucoup, ton podcast est fantastique. Donc, félicitations à toi en partant et félicitations pour cette première année de Coconut Podcast. C'est vraiment une belle réalisation.
Merci à toi vraiment d'avoir pris ce temps-là. Merci à tout le monde. Je voudrais bien sûr remercier ma famille d'être si près de moi, mon copain, bien sûr, pour son support à travers cette dernière année difficile, disons. Mais aussi, le mot que je voudrais dire à la fin, c'est vraiment croyez en vos rêves, ayez confiance en vous, ayez pas peur de parler, ayez pas peur de rêver et prenez la place qui vous revient. C'est important. Attendez pas que quelqu'un vous la donne, allez la chercher. Comme on dit, Tigidou, Lai, en toute fin d'entrevue, comme nous disent nos frères et sœurs vers la côte nord et ailleurs en langue Innu, Chinash Kumitin, comme nous disent les Algonquins, on se doit de te dire Miigwech. Et comme disent nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal, Niawen. Merci. Et puis, comme on dit en Haïti, merci en pile, Émilie Laguerre. Et puis, ce n'est que partie remise, en espérant vous voir à Haïti en folie, organisé par Madame Fabienne Collat. Monsieur Legault, il faut que la pandémie arrête. Citoyens, s'il vous plaît, il faut que les citoyens respectent également les mesures sanitaires afin qu'on puisse passer au travers. Alors, sur ce, on te dit merci et au plaisir. Messieurs, dames, nous étions avec Émilie Laguerre, directrice du marketing, d'affaires et de communication à Radio-Canada CBC. C'est incroyable. Partout où elle passe, elle marque les esprits. Alors là, on sent qu'elle vient apporter du sien à cette superbe boîte qui est Radio-Canada, franchement axée sur la diversité. Toute une entrevue. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a un fil Twitter. Allez la suivre. Émilie Laguerre, une personnalité que nous gagnons à connaître au travers de la francophonie. Et surtout, on dit merci à Monsieur Morin, champion d'être avec Madame. Et on voit que le sourire est partagé pour vous deux. Donc, sur ce, messieurs, dames, comme on aime bien vous dire, on se voit pour la prochaine entrevue, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Niawen, merci. Au revoir.